Ma sœur m'accuse publiquement d'exercer sans licence pour me ruiner. Je ne dis rien. Mais quand le juge voit mon dossier, il devient livide et quitte la salle. C'est là que je sais que quelqu'un va tout perdre aujourd'hui. Et ce ne sera pas moi. Au moment où ma sœur m'a accusé d'exercice illégal de la profession d'avocat, j'ai su qu'elle essayait d'effacer toute ma vie d'un simple sourire calme. La pièce était trop silencieuse par rapport à l'ampleur des dégâts en cours. J'étais assise à la table de la défense dans la salle d'audience du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, les mains jointes si fermement que mes doigts en étaient engourdis. Je pouvais sentir des regards posés sur moi de toutes parts. Les membres du Conseil en costume sombre. Quelques avocats inconnus assis dans la galerie. Et derrière eux, les personnes qui étaient censées être ma famille. L'air sentait légèrement le vieux papier et l'encaustique, ce genre d'odeur qui s'accroche au bâtiment où les réputations se décident en silence. En face de moi était assise ma sœur, Nathalie Dubois. Une posture parfaite. Une expression neutre. Ce petit sourire poli qu'elle affichait toujours lorsqu'elle pensait être raisonnable. Nathalie avait 38 ans, elle était directrice de la conformité chez Nord Logistique Solutions, un titre qu'elle portait comme une armure. Elle avait l'air d'être à sa place. J'avais l'air d'être le problème qu'elle était venue régler. Elle parlait clairement et posément, sa voix était stable alors qu'elle disait au conseil que j'avais pratiqué le droit illégalement. Que j'avais menti sur mes qualifications. Que j'avais trompé des clients et manipulé le système. Elle utilisait des mots choisis avec soin. Préoccupations éthiques. Confiance du public. Devoir de signalement. Le genre de langage qui semble responsable même lorsqu'il tranche la gorge de quelqu'un. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas secoué la tête ni murmuré d'objection. Je gardais les yeux fixés devant moi et ma respiration lente, exactement comme maître René Faure me l'avait conseillé. Le silence n'est pas une faiblesse, avait-elle dit. Le silence est une stratégie. Derrière Nathalie, je pouvais voir ma mère tortiller un mouchoir entre ses doigts. Papa était assis à côté d'elle, les mains jointes, fixant le parquet ciré comme s'il pouvait lui offrir une échappatoire. Aucun d'eux ne me regardait. Pas une seule fois. Cela me faisait plus mal que tout ce que Nathalie pouvait dire. Le président de séance, le juge Raymond Vasseur, écoutait sans expression. Il avait un peu plus de 70 ans, grand même assis, avec ce genre d'immobilité qui vient de décennies passées à décider du sort des autres. Lorsque Nathalie eut terminé, il hocha la tête une fois et tendit la main vers le dossier devant lui. C'est à ce moment-là que l'atmosphère de la pièce changea. Je l'ai remarqué avant tout le monde. La façon dont sa main s'est arrêtée, juste une fraction de seconde, en ouvrant le dossier. La façon dont ses yeux ont bougé plus vite qu'avant, scannant une page qu'il ne s'attendait pas à voir. Sa mâchoire se crispa. La couleur quitta son visage si rapidement que cela me surprit. Il tourna une autre page. Puis une autre. Le silence s'étira. Personne ne parlait. Pas Nathalie. Pas le conseil. Pas même le greffier. Le juge Vasseur referma le dossier, se leva, rassembla les papiers dans ses bras et sortit de la salle sans dire un seul mot. Les chaises raclèrent le sol. Quelqu'un chuchota. Nathalie jeta un coup d'œil autour d'elle, la confusion traversant son visage avant qu'elle ne la dissimule. Personne ne savait ce qui se passait. Moi, si. Alors que j'étais assise là, toujours silencieuse, j'ai senti quelque chose de froid et de stable s'installer dans ma poitrine. Ce soir, quelqu'un allait être détruit. Mais ce ne serait pas moi. Avant de vous emmener plus loin, permettez-moi de faire une pause une seconde. Pendant que vous écoutez ceci, que faites-vous en ce moment? Êtes-vous en train de conduire, de plier le linge, assis seul avec une tasse de café? Pour ma part, j'étais assise dans cette pièce, regardant droit devant moi, pensant à quel point il est étrange qu'un seul moment puisse scinder votre vie en deux. Si ce genre d'histoire résonne en vous, j'aimerais que vous restiez avec moi, que vous partagiez vos pensées et que vous suiviez mon récit pour comprendre comment j'ai atterri ici. Car pour comprendre comment ma sœur a essayé de mettre fin à ma carrière en un après-midi, vous devez comprendre les choix silencieux qui ont précédé cette audience bien avant qu'elle n'existe. Je m'appelle Élodie Dubois. J'ai 32 ans. Je suis avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2018. Chaque étape de ma carrière a été documentée, vérifiée et gagnée à la dure. Rien de tout cela ne comptait une fois que Nathalie a décidé que j'étais un risque.
Assise dans cette salle d'audience, je pouvais sentir le poids de chaque conversation que nous avions jamais eu peser sur moi. Les dîners où elle corrigeait mon vocabulaire. Les fêtes de famille où elle expliquait mon travail aux proches comme s'il s'agissait d'une passade. La façon dont elle parlait toujours à ma place quand nous étions ensemble, comme si j'étais quelque chose d'inachevé. Je me souviens avoir pensé à quel point elle avait l'air calme. À quel point elle était confiante. Elle croyait vraiment qu'elle faisait la bonne chose. C'était la partie la plus effrayante. Mon avocate, Renée, était assise à côté de moi sans bouger. Elle ne m'a pas touché le bras ni murmuré de réconfort. Elle m'avait prévenu à l'avance que ce serait difficile. Que je voudrais instinctivement me défendre. Que si je faisais confiance au processus et restais silencieuse, la vérité ferait surface d'elle-même. Pourtant, rien ne vous prépare à être accusé de fraude par votre propre sœur tandis que vos parents se tiennent silencieusement derrière elle. Les membres du conseil mélangeaient leurs notes. L'un d'eux s'éclaircit la gorge, visiblement incertain de ce qu'il fallait faire sans la présence du président. Nathalie se renversa dans sa chaise, croisant les jambes, son sourire revenant comme si elle croyait que cette interruption soudaine jouait en sa faveur. Je gardai mon regard fixé devant moi. À l'intérieur, mes pensées étaient vives et stables. Pas de panique. Pas encore de colère. Juste de la concentration. Je pensais à la première fois que Nathalie m'avait interrogé sur ma licence. La façon décontractée dont elle l'avait formulée. Juste de la curiosité. Juste pour s'assurer que tout était en ordre. Je pensais à l'audit de conformité qu'elle avait mentionné des mois plus tôt, le stress qu'elle avait balayé comme étant de la routine. Je pensais à la fréquence à laquelle les gens justifient la trahison en l'appelant responsabilité. Le juge Vasseur s'absenta moins de 10 minutes. Lorsqu'il revint, il n'était pas seul. Un greffier le suivait, portant une enveloppe scellée. Le juge reprit sa place, son expression illisible, et posa l'enveloppe sur la table devant lui. Il me regarda directement à ce moment-là. Pas comme une avocate accusée. Mais comme quelqu'un qu'il reconnaissait. C'est à ce moment-là que l'assurance de Nathalie vacilla. Juste légèrement. À peine assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Le juge ne parla pas encore. Il ajusta ses lunettes et jeta un coup d'œil au dossier une fois de plus. L'air semblait plus lourd, chargé de quelque chose qui ne pouvait être repris. J'ai réalisé alors que tout ce sur quoi Nathalie avait bâti cette accusation était sur le point de s'effondrer sous son propre poids. Elle avait compté sur le fait que le silence signifiait la reddition. Elle avait pris mon calme pour de la peur. Alors que le conseil se préparait à continuer, j'ai senti autre chose monter en moi. Pas du soulagement. Pas du triomphe. Juste de la clarté. Il ne s'agissait plus de ma carrière. Il s'agissait de la vérité devenant enfin plus forte que le récit familial dans lequel j'étais piégé toute ma vie. Et avant que cette audience ne soit terminée, tout le monde dans cette pièce allait voir exactement qui mentait depuis le début. C'est là que j'ai su que je devais revenir au début. À la famille qui m'a appris très tôt ce que signifiait ne jamais vraiment s'intégrer, et comment cette leçon a façonné chaque décision qui m'a amené sur cette chaise. Parce que je n'ai pas toujours été le problème. J'étais juste celle qui refusait de rester silencieuse pour toujours. La maison des Dubois se trouvait dans une rue calme en banlieue parisienne, le genre de quartier où les pelouses étaient tondues tous les samedis et où rien ne semblait déplacé. Grandir là-bas donnait l'impression de vivre dans un cadre photo qui ne changeait jamais. Classe moyenne. Respectable. Prévisible. Mes parents croyaient profondément qu'il fallait faire les choses correctement. Aller dans les bonnes écoles. Choisir les bonnes carrières. Éviter tout ce qui rend les voisins curieux. Nathalie correspondait parfaitement à ce tableau. Elle l'avait toujours fait. Depuis que nous étions enfants, elle savait lire une pièce. Elle a appris très tôt ce que les adultes voulaient entendre et comment le leur donner. Les professeurs la félicitaient. Les parents se vantaient d'elle. Maman gardait les diplômes encadrés des réussites de Nathalie alignés sur le mur du couloir comme la preuve que notre famille faisait quelque chose de bien. J'étais différente. Pas rebelle de manière bruyante. Juste gênante. Je posais trop de questions. Je remarquais les contradictions. Quand quelque chose semblait injuste, je ne pouvais pas laisser passer. Cela seul suffisait à rendre les choses difficiles. Maman se souciait profondément des apparences. Pas de manière cruelle,
mais d'une manière calme et anxieuse. Elle croyait que la présentation était une protection. Si nous avions l'air stable, alors nous étions stables. Si nous avions l'air de réussir, alors nous étions en sécurité. Nathalie comprenait cela instinctivement. Pas moi. Papa croyait en la réputation. Il venait d'une famille qui avait travaillé dur pour chaque once de respect gagné, et il avait porté cela avec lui à l'âge adulte. Il nous a appris qu'une fois qu'un nom était endommagé, il ne se remettait jamais complètement. Nathalie a absorbé cette leçon et a construit sa vie autour de l'évitement du risque. Je l'ai entendu aussi, mais j'en ai tiré une conclusion différente. Si un système punissait l'honnêteté, alors peut-être que le système devait être remis en question. Lors des dîners de famille, la différence entre nous était toujours évidente. Nathalie parlait de son travail en termes prudents. Conformité. Gestion des risques. Responsabilité d'entreprise. Des mots qui faisaient hocher la tête des adultes avec approbation. Quand je parlais de la faculté de droit, ou plus tard de la représentation de clients qui ne pouvaient pas s'offrir d'avocat privé, l'atmosphère changeait toujours. Maman souriait de manière crispée et demandait si je m'inquiétais pour ma sécurité. Papa s'éclaircissait la gorge et me rappelait à quel point le domaine juridique était compétitif. Nathalie intervenait doucement, recadrant mes choix pour tout le monde. Elle disait que j'étais passionné. Que je partais d'une bonne intention. Qu'un jour, je m'installerais dans quelque chose de plus durable. Cela ne semblait jamais cruel. C'était là tout le génie de la chose. Chaque commentaire était enveloppé de préoccupations. Mais le message sous-jacent était toujours le même. Je n'étais pas dans le script. Les fêtes ressemblaient moins à des célébrations qu'à des évaluations de performance. Nous nous asseyions autour de la table de la salle à manger, les assiettes pleines, et la conversation tournait inévitablement vers les accomplissements. Promotion. Salaire. Stabilité. Nathalie venait toujours préparée avec de bonnes nouvelles. Une nouvelle responsabilité. Un nouveau projet. Une reconnaissance au travail. Quand c'était mon tour, il y avait toujours un silence. Quelqu'un demandait combien de temps je comptais continuer à faire de l'aide juridictionnelle. Papa demandait si j'avais envisagé de passer à quelque chose de plus lucratif. Maman s'inquiétait à haute voix de l'épuisement professionnel. Personne n'a jamais dit que j'échouais. Il n'avait pas à le faire. Le silence en disait assez. Je me souviens d'un dîner en particulier, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, mais parce qu'il a tout rendu clair. Nathalie venait d'accepter un poste supervisant la conformité pour une nouvelle division chez Nord Logistique Solutions. Maman rayonnait. Papa posait des questions réfléchies. Nathalie répondait avec une confiance calme. Lorsque la conversation s'est tournée vers moi, j'ai mentionné une affaire sur laquelle je travaillais, représentant un ouvrier d'entrepôt licencié abusivement après avoir signalé des violations de sécurité. J'ai parlé des preuves que nous avions trouvées, de la façon dont l'entreprise essayait de les enterrer. La pièce devint silencieuse. Maman a demandé si je voulais vraiment être impliqué dans quelque chose comme ça. Papa m'a rappelé que les entreprises ont des équipes juridiques pour une raison. Nathalie a souri et a dit qu'elle admirait mon idéalisme, mais que les choses étaient plus compliquées dans le monde réel. Ce mot encore. Compliqué. J'ai réalisé alors qu'ils n'étaient pas mal à l'aise parce que mon travail était dangereux. Ils étaient mal à l'aise parce que mon travail remettait en question les systèmes mêmes dont ils dépendaient pour leur confort. Nathalie s'épanouissait à l'intérieur de ces systèmes. Elle apprenait les règles et les suivait impeccablement. Elle croyait en l'ordre. En la hiérarchie. Au maintien du contrôle. Pour elle, l'éthique signifiait garder les choses contenues. Pour moi, l'éthique signifiait affronter ce que les autres voulaient ignorer. Le fossé entre nous s'est creusé doucement au fil des ans. Nous ne nous disputions pas. Nous ne nous battions pas. Nous avons simplement cessé de nous comprendre. Nathalie a commencé à voir mes choix comme irresponsables. J'ai commencé à voir son approbation comme conditionnelle. Maman et papa essayaient d'apaiser les choses, encourageant toujours le compromis. Ils voulaient l'harmonie. Ils voulaient que nous ayons l'air d'une famille unie. Mais l'harmonie, dans notre maison, signifiait souvent me demander de me faire plus petite. J'ai appris très tôt comment rester poli tout en étant rejeté. Comment sourire tout en étant corrigé.
Comment ravaler la frustration parce que l'exprimer ne faisait qu'aggraver les choses? Au moment où j'ai prêté serment et commencé à exercer, la dynamique était installée. Nathalie était l'exemple. J'étais l'exception. Ce n'était pas qu'il me détestait. Cela aurait été plus facile. Il me tolérait. Il s'inquiétait pour moi. Il souhaitait que je choisisse différemment. Et quelque part en cours de route, j'ai compris quelque chose qui faisait plus mal que le rejet. Je n'étais pas une déception. J'étais une perturbation. Je ne correspondais pas à l'histoire que ma famille racontait sur elle-même. Je ne renforçais pas leur sentiment de stabilité. J'introduisais de l'incertitude. Et les gens qui construisent leur vie sur l'ordre ne savent pas quoi faire de l'incertitude. Nathalie a vu cela avant tout le monde. Elle a observé comment ma carrière se déroulait. Comment je prenais des affaires qui rendaient les gens mal à l'aise. Comment je refusais de faire des compromis quand quelque chose me semblait faux. Je pense qu'elle croyait protéger la famille en gardant un œil sur moi. Je ne pense pas qu'elle prévoyait de me détruire au début. Je pense qu'elle prévoyait de me contenir. Avec le recul, je peux voir les signes. Les questions qu'elle posait étaient trop précises. L'intérêt qu'elle portait à mes qualifications. La façon dont elle formulait tout comme de la préoccupation. À l'époque, je les balayais d'un revers de main. J'avais l'habitude d'être l'intruse. Je pensais que c'était juste une autre version de cela. Je n'ai pas compris que, dans l'esprit de Nathalie, mon refus de me conformer avait franchi une ligne. Ce n'était plus un choix personnel. C'était un risque. Et quand quelqu'un comme Nathalie décide que quelque chose est un risque, elle ne l'affronte pas émotionnellement. Elle le gère. Assise dans cette salle d'audience plus tard, avec mes parents derrière elle et le conseil devant moi, j'ai enfin vu le schéma clairement. Ce n'était pas soudain. C'était le résultat d'années de jugements silencieux. Des années à croire que j'étais un danger qui devait être traité. Je n'étais pas détesté. J'étais audité. Cette réalisation faisait plus mal que la colère ne le pourrait jamais. Elle a dépouillé toute illusion que j'avais encore d'être incomprise. Je comprenais parfaitement. Et cette compréhension avait mené directement au moment où ma sœur était assise en face de moi, souriante, tout en m'accusant de fraude. Alors que j'étais assise là, attendant le retour du juge Vasseur, je pensais au nombre de fois où l'on m'avait demandé de m'adoucir. D'être moins intense. Moins attaché aux principes. Moins difficile. Je pensais à la fréquence à laquelle j'avais obtempéré, espérant que cela rendrait les choses plus faciles. Cela ne l'a jamais fait. La vérité était que plus j'essayais de m'intégrer, plus je disparaissais. Et quelque part au fond de moi, j'avais su que cette confrontation était inévitable. On ne peut pas passer sa vie à défier les systèmes sans finir par menacer les gens qui en bénéficient. La famille Dubois avait toujours valorisé l'ordre plus que l'honnêteté. Nathalie avait simplement poussé cette leçon plus loin que quiconque. Lorsque la porte au fond de la salle d'audience est restée fermée et que les murmures se sont faits plus forts, je me suis senti étrangement calme. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait réel. Plus de rejet poli. Plus de désapprobation silencieuse. Pour la première fois, mon refus de rester silencieuse n'était plus seulement un défaut personnel. C'était sur le point de devenir la chose qui forcerait la vérité à éclater au grand jour. Et alors que j'attendais, j'ai réalisé que j'avais cessé d'espérer que ma famille me comprenne enfin. Ce que je voulais maintenant était beaucoup plus simple. Je voulais que la vérité tienne debout toute seule, qu'il soit prêt pour elle ou non. La première fois que le juge Raymond Vasseur a appris mon nom, je me tenais dans une salle d'audience exiguë à Paris avec une affaire dont personne d'autre ne voulait. C'était au printemps 2021, et je travaillais encore à temps plein comme avocate commise d'office, prenant tout ce qui passait la porte parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. L'affaire m'était parvenue par l'intermédiaire d'un représentant syndical qui semblait fatigué et sceptique lorsqu'il a appelé. Il m'a prévenu d'emblée que les chances étaient mauvaises et que les avocats de l'entreprise étaient agressifs. Mon client était un superviseur d'entrepôt accusé d'avoir falsifié des registres d'expédition. Les charges étaient assez graves pour lui coûter son emploi et peut-être l'envoyer en prison. L'entreprise prétendait qu'il avait manipulé les données logistiques pour couvrir des pertes. Sur le papier, cela semblait imparable. Des feuilles de calcul propres. Des chronologies parfaites. Tout s'alignait juste assez pour le faire paraître coupable. Je me souviens m'être assise en face de lui dans la salle d'entretien,
regardant ses mains trembler alors qu'il essayait d'expliquer ce qui s'était passé. Il répétait la même chose encore et encore. Il n'avait pas fait ça. Il ne savait pas comment les chiffres avaient changé. Il savait juste qu'ils étaient faux. Les gens pensent que le travail d'aide juridictionnelle n'est que discours et drame judiciaire. La majeure partie, ce sont de longues nuits avec du café bon marché, à lire des documents jusqu'à ce que les yeux brûlent. Cette affaire a failli me briser. J'ai passé des semaines à éplucher les registres d'expédition ligne par ligne, comparant les rapports internes avec les données des transporteurs tiers. J'en ai appris plus sur le routage de fret que je ne l'aurais jamais voulu. Chaque fois que je trouvais une incohérence, cela menait à 3 autres questions. Pourquoi cet horodatage ne correspondait-il pas au scan de livraison? Pourquoi le système montrait-il une correction que personne ne pouvait expliquer? Pourquoi des modifications avaient-elles été apportées pendant des heures où mon client n'était même pas sur site? L'accusation me traitait comme un désagrément. Il s'attendait à un plaidoyer rapide. La table de la défense était généralement vide, à part moi et mon client. Pas de nom de grand cabinet. Pas d'équipe de soutien. Juste une chaise pliante et une pile de classeurs. Le juge Vasseur présidait cette salle d'audience comme si rien ne l'impressionnait. Il ne tolérait pas le théâtre. Il ne tolérait pas le bavardage. Il observait tout avec une intensité silencieuse. Lorsque les avocats essayaient de le charmer, il les rembarrait. Lorsqu'ils essayaient d'intimider, il les fixait jusqu'à ce qu'ils cèdent. Je savais que je devais être précise. Pas de discours. Pas d'appels émotionnels. Juste des faits. La percée est venue tard une nuit quand j'ai remarqué un schéma dans les modifications de données. Certains changements étaient regroupés autour d'itinéraires spécifiques. Des itinéraires gérés par un prestataire logistique tiers qui avait récemment perdu un client majeur. En creusant plus profondément, j'ai trouvé des emails internes faisant référence à des pressions pour faire disparaître les pertes. Les modifications n'étaient pas aléatoires. Elles étaient intentionnelles. Et elles étaient programmées pour coïncider avec les changements de car qui assuraient que mon client porterait le chapeau. Présenter cela au tribunal m'a demandé tout ce que j'avais. J'ai guidé le juge Vasseur à travers la chronologie lentement. Étape par étape. J'ai montré comment le système permettait des modifications rétroactives. J'ai démontré que les journaux d'accès disculpaient mon client. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas dramatisé. J'ai laissé les preuves parler. La salle d'audience était silencieuse quand j'ai fini. Le juge Vasseur s'est renversé dans sa chaise et a regardé l'accusation. Il a posé une question. Pouvaient-ils expliquer les enregistrements d'accès? Il ne le pouvait pas. Lorsqu'il a rejeté les charges, mon client a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. J'ai ressenti autre chose. Pas du triomphe. Du soulagement. Après l'audience, alors que tout le monde remballait, le juge Vasseur a croisé mon regard. Il n'a pas souri. Il ne m'a pas félicité. Il a simplement dit que j'avais fait mon travail correctement. Il a dit que j'avais suivi la loi. Venant de lui, cela signifiait plus que n'importe quel applaudissement. J'ai quitté le tribunal ce jour-là épuisé et anonyme. Il n'y a pas eu de gros titres. Pas de célébration. Je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé l'affaire suivante. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment compterait à nouveau. Assise dans l'audience disciplinaire des années plus tard, regardant le juge Vasseur se lever et sortir avec mon dossier, ce souvenir est revenu avec une clarté étonnante. Le même homme qui m'avait autrefois regardé démanteler une affaire fabriquée tenait maintenant des documents m'accusant d'avoir fabriqué mes propres qualifications. L'ironie était assez vive pour piquer. À l'époque, Nathalie a à peine reconnu cette affaire. Quand je l'ai mentionnée au dîner, elle a hoché la tête poliment et a demandé combien gagnaient les avocats de l'aide juridictionnelle. Papa m'a rappelé que la conformité en entreprise offrait de la stabilité. Maman s'inquiétait que je prenne trop de stress pour très peu de récompenses. Il ne voyait pas la valeur de ce que je faisais parce que cela ne se traduisait pas en prestige. Mais le juge Vasseur, lui, l'avait vu. Il voyait la compétence là où les autres voyaient un inconvénient. Cette affaire m'a appris quelque chose d'important bien avant que ma sœur n'essaie de me détruire. Les systèmes ne sont pas infaillibles. Ils sont maintenus par des gens. Et les gens font des choix. Quand j'ai quitté le tribunal en 2021, je croyais que le système fonctionnait quand quelqu'un était prêt à se battre assez soigneusement.
Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse le même système pouvait être retourné contre vous par quelqu'un qui savait comment l'utiliser. Nathalie comprenait aussi les systèmes. Elle les utilisait simplement différemment. Alors que le conseil attendait le retour du juge Vasseur, je pensais à la fragilité réelle de la confiance. À la façon dont des années de travail peuvent être réduites à de la suspicion avec les bons papiers. À la facilité avec laquelle l'autorité change selon qui contrôle le récit. Je pensais aussi à mon client de cette affaire. À quel point il avait été proche de tout perdre parce que quelqu'un plus haut placé avait besoin d'un bouc émissaire. À quel point il s'était senti impuissant jusqu'à ce que la vérité fasse surface. J'étais assis sur cette chaise maintenant, accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, attendant que la vérité fasse surface à nouveau. La différence était que cette fois, la personne qui avait tendu le piège était ma propre sœur. Je ne savais pas ce que le juge Vasseur avait trouvé dans mon dossier. Je ne savais pas comment cela finirait. Mais je savais une chose avec certitude. J'étais entré dans ce combat avec un casier vierge, une conscience claire et une histoire dont le juge lui-même avait été témoin. Nathalie était entrée avec de l'assurance et des papiers qu'elle croyait protecteurs. Seule l'une d'entre nous comprenait à quel point une fausse certitude pouvait être dangereuse. Alors que les voix murmuraient autour de moi et que la porte au fond de la salle restait fermée, je restais immobile et j'attendais. Quoi que le juge Vasseur fasse derrière cette porte, c'était déjà en train de remodeler l'histoire que Nathalie pensait contrôler. Et quelque part au fond de moi, j'ai senti le premier changement silencieux de l'élan, subtil mais indubitable, comme le sol commençant à bouger sous quelqu'un qui avait toujours supposé qu'il était solide. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais ce changement avait commencé des années plus tôt, juste après l'affaire de 2021. C'est à ce moment-là que Nathalie a commencé à me regarder différemment. Pas ouvertement. Pas d'une manière que je pourrais facilement pointer du doigt. Juste de petits changements qui semblaient insignifiants en eux-mêmes et troublants une fois additionnés. Au début, c'est venu comme un intérêt. Nathalie appelait plus souvent. Elle demandait comment allait le travail. Elle voulait des détails, pas les vastes mises à jour polies que nous échangions habituellement, mais des détails précis. Quel genre d'affaires je prenais? Avec qui je travaillais? Comment le tribunal traitait les avocats de l'aide juridictionnelle? Je pensais qu'elle essayait de créer un lien. Je me disais qu'elle était enfin curieuse de ma vie. Puis les questions ont changé. Elle a posé des questions sur ma licence. Comment fonctionnaient les renouvellements? Quelles étaient les exigences de déclaration? S'il y avait des audits pour les avocats solos. Elle formulait tout comme une curiosité décontractée. Juste vouloir mieux comprendre le système, disait-elle. Cela avait du sens, étant donné son rôle dans la conformité. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Un après-midi, elle m'a invité à déjeuner près de son bureau. Nord Logistique Solutions occupait un bâtiment élégant en centre-ville, tout de verre et d'acier, le genre d'endroit qui projetait efficacité et contrôle. Nathalie y semblait parfaitement à l'aise. Elle commandait avec assurance, parlait de réunions, de délais, de revues internes. À mi-repas, elle a mentionné un audit à venir. Routine, disait-elle, mais stressant. Un nouveau cadre réglementaire. Des délais serrés. Elle en a ri, mais j'ai remarqué la tension dans ses épaules. Puis elle s'est penchée légèrement en avant et a baissé la voix. Elle a dit qu'elle avait une question, purement hypothétique. Elle a demandé si je serais jamais disposé à examiner une note de procédure pour son équipe. Juste pour s'assurer que le langage était solide. Pas de capacité officielle. Pas de signature formelle. Juste une deuxième paire d'yeux. J'ai senti ma garde monter immédiatement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que cela franchissait une ligne déontologique. J'ai expliqué que même un examen informel pouvait être interprété comme un conseil juridique, surtout étant donné sa position. Elle a souri et a balayé cela d'un revers de main. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle a dit qu'elle demandait juste. Mais ses yeux se sont attardés sur moi un moment plus long que d'habitude. Après cela, les demandes sont devenues plus spécifiques. Une question sur la documentation de conformité. Une hypothèse sur la conservation des dossiers. Un scénario impliquant des contrôles internes. Chaque fois, je répondais prudemment. Je donnais des informations générales que n'importe qui pouvait trouver publiquement. Je refusais tout ce qui impliquait directement son entreprise.
Chaque fois, elle hochait la tête et me remerciait. Chaque fois, j'avais l'impression de venir de passer un test que je ne savais pas que je passais. Maman et papa ont remarqué l'augmentation des contacts et semblaient ravis. Maman a mentionné à quel point c'était agréable que Nathalie et moi passions plus de temps ensemble. Il a dit que c'était bon pour la famille de se soutenir mutuellement sur le plan professionnel. Je n'ai pas argumenté. Je ne voulais pas paraître paranoïaque. Mais quelque chose chez Nathalie avait changé. Elle écoutait différemment maintenant. Non pour comprendre, mais pour évaluer. Ses questions étaient précises. Ses réactions étaient mesurées. Quand je refusais d'aider, elle n'insistait pas. Elle classait l'information. Le tournant est survenu un dimanche après-midi chez mes parents. Nathalie avait apporté de la paperasse avec elle. Pas des documents juridiques évidents, mais des pages imprimées néanmoins. Elle a attendu que maman aille dans la cuisine et que papa soit distrait par la télévision avant de les faire glisser sur la table vers moi. Elle a dit que son équipe révisait un flux de travail de conformité interne. Elle a dit que cela aiderait si je pouvais juste confirmer que le langage ne créait pas de risque d'exposition. Elle a souligné que ce n'était pas un avis formel. Juste une réassurance. J'ai regardé les pages. Elle faisait référence à des processus spécifiques au sein de Nord Logistique. Des points de décision spécifiques. Des responsabilités spécifiques. Ce n'était pas hypothétique. C'était réel. J'ai repoussé les papiers vers elle et j'ai dit non. Je lui ai dit que je ne pouvais toucher à rien lié à son entreprise. Je lui ai dit que c'était un conflit d'intérêts clair. Je lui ai dit qu'elle le savait. Nathalie a ri doucement et a dit qu'elle pensait que j'étais excessivement prudente. Elle a dit que tout le monde rendait des services comme ça. Elle a dit que ce n'était pas grand-chose. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'irritation traverser son visage. Juste une seconde. Assez pour savoir qu'elle était là. Elle a rassemblé les papiers et a souri à nouveau. Elle a dit qu'elle appréciait mon honnêteté. Elle a dit qu'elle voulait juste être prudente. Maman est revenue dans la pièce et a demandé si tout allait bien. Nathalie a dit bien sûr. Papa n'a pas levé les yeux. Sur le trajet du retour, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je venais de refuser quelque chose d'important. Pas important pour moi. Important pour Nathalie. Au cours des mois suivants, elle a cessé de demander de l'aide directement. Au lieu de cela, elle a commencé à poser des questions sur moi. Elle demandait à maman si j'étais occupé. Elle demandait à papa si j'étais stressé. Elle formulait sa préoccupation comme de l'inquiétude. Elle a aussi commencé à mentionner mon travail sur un ton différent. Là où avant elle l'appelait admirable, elle l'appelait maintenant risqué. Elle a averti mes parents que les avocats de l'aide juridictionnelle prenaient souvent des raccourcis par nécessité. Elle disait que le système était impitoyable. Papa a commencé à poser des questions plus pointues quand nous parlions. Il voulait savoir si je tenais des registres détaillés. Si j'avais une assurance. Si je comprenais les conséquences des erreurs. Maman demandait si j'avais envisagé de ralentir. Je me disais que c'était une coïncidence. Que Nathalie était sous pression au travail et qu'elle projetait. Que j'interprétais trop les choses. Puis un soir, Nathalie a appelé et a demandé carrément si ma licence était à jour. Je lui ai dit qu'elle l'était. Je lui ai dit que tout était en ordre. Elle a fait une pause, puis a demandé à quelle fréquence je vérifiais. Elle a demandé si j'avais déjà eu des problèmes avec les renouvellements. Elle a demandé si le barreau faisait déjà des erreurs. J'ai répondu calmement, mais ma poitrine était serrée. Je lui ai demandé pourquoi elle était si intéressée. Elle a dit qu'elle était juste curieuse. Après cet appel, j'ai sorti mes propres dossiers. J'ai examiné mes dépôts. Mes renouvellements. Ma formation continue. Tout était propre. Exactement comme cela devait être. Pourtant, les questions continuaient d'arriver. J'ai commencé à réaliser que Nathalie n'essayait plus de m'inclure. Elle essayait de me définir. De cadrer mon travail d'une manière qui s'alignait avec ses préoccupations. Elle n'accusait pas. Elle documentait. Elle ne confrontait pas. Elle observait. Et lentement, la réalisation s'est installée. Nathalie ne rassemblait pas d'informations par curiosité. Elle constituait un dossier. Je pense qu'elle se disait qu'elle était responsable.
Qu'elle protégeait son entreprise. Qu'elle protégeait la famille. Qu'elle protégeait l'ordre. Dans son monde, le risque devait être géré. Et j'étais devenu un risque. La nuit avant l'arrivée de la lettre disciplinaire, je suis resté éveillé à penser à ce dimanche après-midi. Au papier que j'avais refusé de signer. Au regard dans ses yeux quand j'ai dit non. J'ai finalement compris que la ligne entre la préoccupation et le contrôle avait été franchie il y a longtemps. Nathalie n'essayait pas de me comprendre. Elle essayait de trouver une faiblesse. Et si elle ne pouvait pas en trouver une, elle était prête à la créer. Alors que cette vérité s'installait, j'ai senti quelque chose changer à nouveau. Pas de la peur. De la conscience. Parce qu'une fois que vous réalisez que quelqu'un vous surveille de près, vous réalisez aussi que vous n'avez plus affaire à de la famille. Vous avez affaire à un adversaire. Et les adversaires n'ont pas besoin que vous soyez coupable. Ils ont seulement besoin que vous soyez vulnérable. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui allait arriver ne serait pas un malentendu. Ce serait délibéré. Et quand cela arriverait habillé en responsabilité, préoccupation et devoir. Je ne savais pas encore jusqu'où Nathalie était prête à aller. Mais je savais, avec une clarté absolue, qu'elle avait déjà décidé que j'étais un problème à résoudre. La lettre est arrivée un jeudi matin. Je m'en souviens parce que j'étais debout dans ma cuisine avec ma première tasse de café, pensant que j'avais enfin une journée calme devant moi. J'ai ouvert la boîte aux lettres sans rien attendre d'inhabituel. Des factures. Des prospectus. Une enveloppe fine avec le sceau de l'ordre des avocats estampillé proprement sur le devant. J'ai senti l'air changer autour de moi avant même de l'ouvrir. Je l'ai porté à l'intérieur, j'ai posé mon café et j'ai glissé un doigt sous le rabat. Le papier à l'intérieur était impeccable, officiel, imprimé dans ce genre de langage qui ne laisse jamais place aux malentendus. J'ai lu les premières lignes 2 fois, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que j'ai compris instantanément et que j'aurais souhaité ne pas comprendre. Le conseil avait reçu une plainte formelle alléguant que j'avais pratiqué le droit illégalement. La lettre indiquait que, dans l'attente d'un examen, une suspension temporaire était recommandée. Ils avaient inclus une copie de la plainte. Ils avaient également inclus un avis d'audience disciplinaire à venir. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais mon esprit est resté parfaitement calme. Je me suis assise à la table et j'ai déplié les documents joints. Le dossier de plainte était épais, trop épais pour quelque chose de fortuit. À l'intérieur se trouvait une déclaration signée par la plaignante décrivant les accusations avec des détails méticuleux. J'ai scanné le nom en bas, même si je le savais déjà. Mon estomac s'est serré quand même. C'était Nathalie. Pas anonyme. Pas flou. Pas un malentendu. Une accusation délibérée signée de sa main. Le langage qu'elle utilisait était mesuré et clinique. Elle écrivait qu'elle avait des préoccupations concernant des incohérences dans mes dossiers de licence. Elle écrivait qu'elle ne pouvait pas en bonne conscience ignorer une faute potentielle. Elle écrivait que se manifester était sa responsabilité éthique. Puis j'ai tourné la page et j'ai vu une autre feuille. C'était une pièce jointe avec 2 signatures. Ma mère et mon père. Ils avaient signé des déclarations affirmant qu'ils faisaient confiance au jugement de Nathalie et croyaient que ses préoccupations étaient légitimes. J'ai fixé leur signature jusqu'à ce que les lignes deviennent floues. J'avais vu l'écriture de ma mère toute ma vie, soignée et prudente. La signature de mon père était forte et légèrement inclinée. Voir les dessous des mots qui m'accusaient de fraude me donnait l'impression qu'un couteau silencieux s'enfonçait en moi sans hésitation. Il n'y avait pas eu d'appel téléphonique. Pas de questions. Pas de conversation. Juste une croyance en la fille en qui ils avaient le plus confiance, celle qui correspondait à leur monde et les rassurait avec de l'ordre. J'ai posé les papiers lentement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus lourd que le choc. Cela s'est installé sur ma poitrine comme une couverture lestée. J'ai lu chaque page attentivement. Les documents faisaient référence à des dates. Des renouvellements. Des confirmations de licence. Ils incluaient des impressions d'écran de recherche publique avec des parties manquantes ou surlignées. Des sections avaient été sorties de leur contexte pour paraître suspectes. En tournant les pages, j'ai senti le sol de ma vie s'incliner légèrement. Ce n'était pas juste un travail bâclé de quelqu'un d'extérieur au système. C'était organisé. C'était construit.
Nathalie avait préparé cela. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là avant d'attraper mon téléphone. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise. J'ai appelé maître René Faure. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix vive mais chaleureuse. Je lui ai dit ce que j'avais reçu. Il y eut une petite pause. Puis elle expira et me dit de ne pas paniquer. Elle m'a demandé de tout apporter à son cabinet cet après-midi-là. J'ai accepté. Avant de quitter la maison, je me suis tenu devant l'évier de la cuisine et j'ai essayé de comprendre comment ma vie avait basculé si soudainement. La cuisine avait l'air identique. La lumière du matin était la même. Mais quelque chose d'essentiel s'était brisé. Quelque chose qui ne serait jamais remis en place de la même manière. Je suis arrivé au cabinet de René avec le dossier glissé dans une pochette. Elle m'a accueilli sans chichi et m'a conduite dans une salle de conférence. Je lui ai tendu les papiers et je l'ai regardé les lire un par un. Son expression n'a pas changé jusqu'à ce qu'elle arrive à la dernière page. Elle a tapoté légèrement son doigt sur la signature de Nathalie. C'est donc elle. Elle l'a dit doucement, pas surprise, ne jugeant pas, confirmant juste ce qu'elle soupçonnait déjà. J'ai avalé ma salive et hoché la tête. René a lu le reste du dossier avec une précision lente. Quand elle a finalement levé les yeux, elle a remonté ses lunettes sur son nez et s'est renversée dans sa chaise. Élodie, dit-elle, ce n'est pas un travail d'amateur. C'est quelqu'un qui comprend comment créer un récit qui semble crédible au premier coup d'œil. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle a continué à lire des sections à haute voix, soulignant comment certaines omissions rendaient les documents suspects. Elle a noté comment la plainte utilisait des formulations courantes dans les audits internes d'entreprise. Le monde de Nathalie. Quand elle a atteint les signatures de mes parents, elle s'est arrêtée à nouveau. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie mais qui n'a pas adouci sa voix. Tu dois te préparer, dit-elle. Ce ne sera pas seulement un combat juridique. Ce sera un combat personnel. J'ai hoché la tête à nouveau, fixant la table. René a croisé les mains. Je lui ai posé la question qui me brûlait l'esprit depuis que j'avais ouvert la lettre. Devais-je répondre immédiatement ? Devais-je soumettre mes dossiers ? Devais-je appeler le conseil ? René a secoué la tête fermement. Si tu bouges trop vite, tu donnes une ouverture à la plaignante. Elle verra ce que tu contestes et ajustera son histoire. Les gens qui déposent des plaintes de mauvaise foi cherchent souvent des occasions de corriger leurs erreurs. Elle a laissé cela pénétrer. Si Nathalie est aussi confiante qu'elle en a l'air, cela signifie qu'elle croit qu'elle s'est couverte. Nous la laissons croire cela. Nous la laissons entrer dans l'audience avec la version de l'histoire qu'elle est certaine d'être infaillible. Une sensation de froid lent s'est répandue en moi. Je comprenais la stratégie, mais elle allait à l'encontre de tous mes instincts. Je voulais tout réfuter. Je voulais confronter les mensonges. Je voulais que le dossier soit corrigé. René a vu la tension dans mes épaules. Je sais que c'est dur, dit-elle doucement. Tu es honnête par nature. Tu veux corriger les choses immédiatement. Mais ce n'est pas encore un tribunal. C'est du positionnement. Si nous répondons trop tôt, nous lui donnons de la corde pour resserrer son dossier. Son ton était factuel, pas cruel. Cela m'a aidé à respirer à nouveau. René a étalé les documents sur la table, les alignant de manière à ce qu'ils aient l'air presque inoffensifs. Puis elle a pointé les sections faisant référence à mes parents. Ces signatures compliqueront le côté émotionnel de la chose pour toi. Mais légalement, elles n'ont aucune signification. Elles montrent seulement qu'elle les a convaincus. Pas qu'elle a raison. J'ai senti quelque chose glisser dans ma poitrine alors, une sensation comme un chagrin qui ne s'était pas encore complètement formé. J'ai demandé à René si elle croyait que j'avais des raisons de m'inquiéter. Elle a secoué la tête. Ton dossier est propre, Élodie. Ton travail est documenté. Il n'y a rien ici qui pourrait réellement suspendre ta licence. Le danger est dans le récit qu'elle construit. C'est ce que nous allons démanteler. Mais le timing compte. Elle se pencha légèrement en avant. Voici ce que nous faisons. Tu rassembles chaque document que tu as. Confirmation de renouvellement, certificat de formation continue, reçu de paiement, toute communication avec le barreau lié à la licence. N'envoie rien. Apporte-les seulement à moi. Je vais tout examiner silencieusement. J'ai hoché la tête. Ensuite, dit-elle,
nous attendons. Je lui ai demandé combien de temps. Jusqu'à ce qu'elle s'engage pleinement dans son histoire. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle l'ajuste. Elle pense connaître le système assez bien pour l'utiliser comme une arme. Alors nous la laissons croire qu'elle gagne. Sa voix ne contenait aucune méchanceté, seulement de la stratégie. En quittant son cabinet, j'ai eu l'impression que le monde s'était rétréci à deux chemins. L'un était le chemin familier où je me défendais immédiatement, corrigeais le dossier, combattais l'accusation de front. L'autre était le chemin tracé par René. Contrôlé. Patient. Calculé. J'ai choisi le deuxième chemin parce que le premier m'avait déjà été enlevé. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler mes dossiers. Des années de documentation. Fichiers scannés. Email. Certificat. Confirmation de renouvellement. Je les ai arrangés par ordre chronologique, vérifiant chacun soigneusement. Tout était là où il devait être. Tout était cohérent. Tout était propre. À un moment donné, je me suis arrêté et j'ai fixé l'écran, me souvenant de la façon dont maman demandait si je m'inquiétais d'être négligé. Me souvenant de la façon dont papa disait que la réputation était fragile. Maintenant, leur signature siégeait sous une accusation qui pouvait démanteler ma carrière. Je me suis demandé s'ils avaient hésité du tout. S'ils avaient lu ce qu'ils signaient. S'ils croyaient que j'étais capable de ce que Nathalie décrivait. Ou s'ils lui faisaient simplement plus confiance parce qu'elle avait toujours été plus facile à comprendre. Avant d'aller me coucher, j'ai lu le dossier de plainte une fois de plus. Je me suis forcé à le voir non pas à travers mes propres yeux, mais à travers les yeux de quelqu'un qui ne me connaissait pas. La structure est propre. Les insinuations sont subtiles. Le ton est autoritaire. Nathalie n'avait pas déposé une plainte imprudente. Elle en avait déposé une stratégique. En refermant le dossier, une résolution calme s'est répandue en moi. Je comprenais maintenant que le silence n'était pas la reddition. Le silence était la préparation. C'était donner à la vérité l'espace pour s'étendre pendant que le mensonge se resserrait sur lui-même. Je n'appellerai pas Nathalie. Je n'appellerai pas mes parents. Je ne donnerai à personne la chance de réécrire ce qu'ils avaient déjà fait. René avait raison. Si Nathalie croyait avoir gagné, alors elle marcherait sans prudence. Elle s'engagerait complètement dans sa version. Et le moment venu, cet engagement serait la chose même qui la perdrait. J'ai éteint la lumière et je me suis tenu dans le calme de mon salon, sentant le poids de ce qui arrivait. Pas de peur. Pas de désespoir. Juste le calme avant qu'une tempête ne commence à révéler sa forme. Le lendemain matin, j'ai apporté le dossier de documents au cabinet de René. Elle avait déjà fait venir quelqu'un de confiance, un consultant en criminalistique numérique nommé Cédric Morel. Il avait environ 35 ans, une voix douce, avec une confiance calme qui m'a immédiatement mis à l'aise. Il m'a salué poliment, puis a étalé les documents sur la table avec des mains prudentes. René a fermé la porte derrière nous et a dit que nous allions tout passer en revue ligne par ligne. Pas de supposition. Pas de raccourci. Si Nathalie avait construit un récit, nous devions en démanteler les fondations discrètement avant l'audience. Elle a pris place tandis que Cédric ouvrait son ordinateur portable et tirait les premières pages vers lui. Il a commencé par examiner le dossier de plainte lui-même. Pas les accusations, mais la structure. Il a vérifié le formatage, l'alignement, les propriétés du fichier et les métadonnées intégrées dans les documents. Je l'ai regardé cliquer à travers des fenêtres que je ne comprenais pas entièrement, mais ses yeux bougeaient avec intention. Il a murmuré quelque chose dans sa barbe et a tapoté l'écran légèrement. C'est intéressant. René s'est penché. Je suis resté immobile, attendant. Cédric a agrandi un panneau de métadonnées et a pointé l'horodatage de création. C'était récent. Trop récent. La plainte était datée de plusieurs semaines plus tôt, mais les propriétés du fichier montraient qu'il avait été créé bien plus récemment que cela. Il a continué à lire. Puis il a vérifié la date de modification. Une autre incohérence. Des modifications faites à des heures étranges, des heures qui ne correspondaient pas à la chronologie du récit. Il a surligné un champ montrant le logiciel utilisé. Il correspondait à un programme couramment utilisé au sein de Nord Logistic Solutions. Il m'a regardé alors. Est-ce votre sœur qui a préparé cela? J'ai avalé ma salive.
Il semblerait que oui. Il a hoché la tête lentement et s'est remis au travail. Le document suivant était un prétendu email du barreau, reconnaissant des préoccupations concernant ma licence. Il avait l'air officiel au premier coup d'œil. Bonne police. Bon en tête. Bon ton. Mais alors que Cédric zoomait sur les détails de l'entête, ses sourcils se sont levés. Contrefait, dit-il doucement. René expira par le nez, pas surprise mais clairement irritée. Le domaine était faux. Pas manifestement faux, mais faux d'une manière que seul quelqu'un de familier avec les protocoles de correspondance électronique remarquerait. L'adresse de réponse ne correspondait pas à l'adresse de l'expéditeur. Le tampon de routage intégré révélait un serveur de messagerie privée, pas un serveur gouvernemental. Soit votre sœur ne sait pas ce qu'elle fait, dit Cédric, soit elle sait exactement ce qu'elle fait. Il est passé à la série suivante de pièces jointes, y compris les impressions de la recherche de ma licence. Des parties manquaient. Des sections étaient rognées. Les lacunes étaient positionnées stratégiquement pour créer l'apparence d'une incohérence. Cédric fronça les sourcils en zoomant sur les coins de la page. C'est bâclé, chuchota Théil. Mais seulement si vous savez ce que vous cherchez. La plupart des gens paniqueraient et supposeraient le pire. René a demandé s'il y avait quelque chose d'assez définitif pour être exposé comme une manipulation. Cédric a hoché la tête. Il y a une chose qui a attiré mon attention. Le numéro de licence ici utilise le nouveau style de formatage que l'ordre n'a introduit qu'après 2022. Mais la recherche qu'elle a imprimée est supposée dater d'avant cela. Il est impossible que ce numéro apparaisse dans ce format à cette époque. Il me regarda avec une certitude tranquille. Votre sœur a trop joué sa main. Je me suis rassise, laissant ces mots s'installer. La preuve de falsification était une chose. La preuve liée directement au système de Nord Logistique en était une autre. Cédric a continué à examiner chaque document, et chacun révélait plus d'incohérences. Les entêtes de mail. Les eurodatages. Les polices incohérentes sur des sections censées refléter le langage gouvernemental. René s'est renversé dans sa chaise, les bras croisés. C'est un récit bâti sur des fondations de sable. Mais nous ne pouvons rien révéler de tout cela avant l'audience. Si nous l'alertons plus tôt, elle réécrira tout. Elle corrigera les faiblesses. Je comprenais. Si Nathalie croyait avoir déjà gagné, elle ne revisiterait pas ses fichiers. Elle ne remettrait pas en question sa stratégie. Elle ne se préparerait pas à une contre-attaque. Nous avions besoin de sa certitude pour la détruire. Cédric a demandé à voir mes documents personnels ensuite. Je lui ai tout remis, organisé chronologiquement. Il a fait défiler mes confirmations de renouvellement et a hoché la tête avec approbation. Tout ici est exactement comme il se doit. Pas d'incohérence. Pas de lacune. Rien ne manque. Les eurodatages correspondent à votre historique de renouvellement du barreau. Il n'y a aucune manière concevable pour qu'un organe directeur puisse interpréter cela comme une faute, à moins qu'on ne leur remette un récit manipulé d'abord. Il fit une pause, puis ajouta doucement. C'est exactement ce qui s'est passé. René prit des notes de son écriture délibérée. Nous ne répondrons pas. Nous ne déposerons rien pour l'instant. Nous permettrons au Conseil de voir la plainte telle qu'elle est. Et quand elle présentera ses preuves fabriquées, nous contrerons avec une preuve irréfutable. J'ai demandé ce que je devais faire d'autre. Elle m'étudia un instant. Il y a encore une chose dont nous avons besoin. Un dossier physique. Quelque chose qui ne peut pas être modifié électroniquement. Quelque chose qui précède tout cela. Je savais exactement de quoi elle parlait avant qu'elle ne le dise. La microfiche. Chaque avocat licencié a un dossier de licence physique stocké sur microfiche ou dans les archives papier. Il ne peut pas être modifié sans laisser de traces. C'est un dossier permanent, analogique. C'est la seule chose que Nathalie ne pouvait pas falsifier. René m'a dit de déposer une demande pour une copie microfiche de mes documents de licence originaux. Pas électroniquement. Pas par téléphone. En personne. Elle a dit que c'était important pour la chaîne de possession. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau des admissions du palais de justice. Le bâtiment était vieux, le hall résonnant de pas et de conversations feutrées. Je me suis approché du guichet et j'ai demandé une copie de mon dossier microfiche. Le greffier m'a donné un formulaire.
Je les remplis soigneusement, surveillant chaque trait du stylo, sentant le poids de ce que cela signifiait. Une fois que je l'ai soumis, le greffier m'a dit que le dossier serait récupéré dans quelques jours. Je l'ai remercié et je suis sorti dans l'air frais. Le vent coupait nettement sur mon visage, mais la sensation m'a ancré. Le dossier physique prouverait tout. Pourtant, quand je suis remonté dans ma voiture, j'ai senti une oppression dans ma poitrine. Pas de la peur. Pas de l'incertitude. Une reconnaissance plus profonde que cette guerre avait déjà dépassé le point de non-retour. Nathalie avait franchi une ligne qui ne pouvait être refranchie. Au cours des jours suivants, en attendant que la demande de microfiche soit traitée, René et moi avons continué à nous préparer tranquillement. Cédric a examiné plus de fichiers numériques, vérifiant tout ce que Nathalie aurait pu laisser derrière elle par négligence. Il a trouvé plusieurs incohérences dans l'espacement des polices des documents imprimés. Un autre indicateur de falsification. Il a également découvert que certains des fichiers avaient été enregistrés à partir d'un compte utilisateur tagué dans le système interne de Nord Logistique. Il ne pouvait pas accéder à la piste d'audit complète, mais l'aperçu suffisait. René a secoué la tête. Si elle avait été patiente, elle aurait pu rendre cela crédible. Mais elle a précipité les choses. Elle opère par peur, pas par confiance. J'ai pensé à cela. La peur. C'était étrange de penser que Nathalie, qui semblait toujours si contrôlée, pouvait avoir peur de quoi que ce soit que je fasse. Mais plus je réfléchissais aux dernières années, plus cela avait du sens. Elle vivait dans un monde où la conformité était la survie. Où les erreurs entraînaient des conséquences au-delà de la paperasse. Où l'exposition signifiait plus que de l'embarras. Si elle croyait ne serait-ce qu'un instant que mes choix menaçaient sa stabilité, elle éliminerait la menace. Alors que nous examinions les preuves ensemble, j'ai senti un sentiment croissant de détachement. Comme regarder une tempête de loin, sachant qu'elle se dirigeait vers moi, mais sachant aussi que je n'étais pas impuissante. Un après-midi, alors que Cédric cliquait à travers des horodatages, il s'est arrêté et m'a regardé. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-il doucement. « Vous a-t-elle déjà demandé une aide juridique liée à son entreprise ?» J'ai hoché la tête une fois. « Oui. » J'ai refusé. Il s'est reculé et a expiré doucement. Cela explique son angle. Elle avait besoin d'un déni plausible. Si elle pouvait vous peindre comme négligente avec les limites, elle pouvait cadrer tout le récit autour de cela. À ce moment-là, quelque chose a cliqué. Les questions qu'elle avait posées. Les documents qu'elle avait apportés. Les scénarios formulés comme des hypothèses. Nathalie n'avait pas été inquiète. Elle avait rassemblé du contexte. Elle avait construit une justification bien avant que la plainte ne soit déposée. René a fermé le dossier et m'a regardé fermement. « Élodie, cela va empirer avant de s'améliorer. Tu dois comprendre cela. Elle ne s'attendra pas à de la résistance. Elle croit qu'elle a l'autorité de son rôle. Elle croit qu'elle comprend le système mieux que toi. » J'ai regardé entre deux. « Pensez-vous que nous pouvons gagner ?» René n'a pas hésité. Absolument. Mais tu dois rester silencieuse. Pas de contact avec elle. Pas de contact avec tes parents. Pas de correction. Pas d'explication. Le silence est ta position la plus forte. Je comprenais. C'était la même stratégie que j'avais utilisée au tribunal auparavant. Mais cela semblait différent quand l'adversaire partageait mon sang. Les jours passèrent lentement en attendant la confirmation de la microfiche. Chaque matin, je me réveillais avec une boule au ventre. Chaque soir, je me demandais ce que Nathalie disait à mes parents. S'ils croyaient qu'ils aidaient. S'ils remettaient quoi que ce soit en question. Quand la notification est enfin arrivée que la copie microfiche était prête, je suis retourné au bureau des admissions. Cette fois, j'ai ressenti un calme étrange. Le greffier m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une feuille de film, fine et froide, contenant la preuve inaltérable de mon historique de licence. La demande originale. L'approbation. Les résultats de l'examen du barreau. La mention de ma prestation de serment. Tout daté correctement. Tout vérifiable. J'ai tenu l'enveloppe à deux mains, sentant le poids de quelque chose qui n'aurait jamais dû être nécessaire mais qui signifiait maintenant tout. Quand j'ai remis la microfiche à René, elle l'a inspectée soigneusement, puis a hoché la tête avec satisfaction.
Ceci est ton encre, dit-elle. Peu importe ce qu'elle présente, ceci ne peut pas être réécrit. Je me suis assise en face d'elle, sentant l'épuisement s'installer dans mes os. Que se passe-t-il si cela échoue, ai-je demandé doucement. René m'a étudié un long moment avant de répondre. Si cela échoue, tu perds ta licence, ta carrière et ta crédibilité professionnelle. Elle l'a dit clairement, sans adoucir. Mais ensuite elle s'est penchée en avant. Si cela réussit, ta sœur perd bien plus. Elle perd sa crédibilité. Elle perd le bouclier de responsabilité derrière lequel elle se cache. Et elle s'expose comme quelqu'un qui a utilisé le système comme une arme pour des raisons personnelles. J'ai pris une lente inspiration. Pour la première fois, l'ampleur de ce que nous faisions m'a frappé de plein fouet. Ce n'était plus à propos de me défendre. C'était à propos de ce qui se passerait quand le récit de Nathalie s'effondrerait sous le poids de la vérité qu'elle avait tordue. J'ai quitté le cabinet de René avec la compréhension qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ni pour moi. Ni pour elle. Si j'échouais, ma carrière était finie. Si je réussissais, Nathalie n'aurait plus nulle part où se tenir. C'était le moment où j'ai réalisé que la tempête n'approchait plus. Elle était déjà arrivée. Le matin de l'audience, il faisait plus froid qu'il n'aurait dû pour une fin de printemps à Paris. Je me souviens être sorti de ma voiture et avoir remarqué à quel point l'air semblait anormalement immobile, comme si toute la rue retenait son souffle. Le bâtiment qui abritait le Conseil de l'Ordre ressemblait à ce qu'il avait toujours été, pierre grise et inflexible, mais marcher vers lui ce jour-là donnait l'impression d'approcher un mur qui pouvait soit me protéger, soit m'écraser. René m'a retrouvé à l'entrée. Elle avait son expression calme habituelle, celle qui la faisait paraître sculptée dans quelque chose de plus stable que le reste d'entre nous. Elle a demandé si j'étais prête. J'ai dit oui, même si être prête ressemblait à une illusion fragile. Cédric était déjà arrivé. Il se tenait près du détecteur de métaux, les mains dans les poches, me faisant un petit signe de tête. Sa présence signifiait plus que je ne pouvais le dire. Nous avons pris l'ascenseur ensemble en silence. Lorsque les portes se sont ouvertes à l'étage de l'audience, le couloir était déjà animé. Avocats, greffiers, membres du conseil. Le bourdonnement des conversations douces remplissait l'air. Mais je n'entendais qu'une chose. Mon propre rythme cardiaque. La porte de la salle d'audience était ouverte. Je suis entré et j'ai immédiatement vu mes parents. Maman était assise serrant un mouchoir, les yeux déjà humides. Papa était assis raidement à côté d'elle, fixant droit devant. Aucun d'eux ne m'a regardé. Nathalie était assise de l'autre côté de la table où René m'a fait signe de m'asseoir. Sa posture était parfaite. Son tailleur était impeccable. Son expression était composée avec cette même retenue prudente qu'elle avait portée toute sa vie. Elle avait l'air d'appartenir ici. Comme si elle s'était préparée pour ce moment. Quand nos yeux se sont croisés, elle m'a fait un petit signe de tête solennel, comme si elle était désolée que cela en soit arrivé là, comme si elle croyait que c'était nécessaire. René m'a touché le bras légèrement, un rappel de respirer. J'ai pris place. La chaise semblait plus froide que la pièce n'aurait dû le permettre. Le juge Raymond Vasseur est entré quelques minutes plus tard. Il ressemblait exactement à mes souvenirs de 2021. Réservé. Contrôlé. Pas de geste inutile. Il a pris place au centre du panel, a ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier devant lui sans cérémonie. La salle s'est tue instantanément. Nathalie a commencé son témoignage avec une aisance qui m'a serré l'estomac. Elle parlait clairement, avec confiance, sa voix stable. Elle a décrit ses préoccupations concernant mon statut de licence. Elle a cité les incohérences qu'elle croyait avoir découvertes. Elle parlait d'intégrité, de responsabilité, d'obligations éthiques, tout le langage de la conformité. Son ton n'était pas vindicatif. Il était clinique. Presque compatissant. Elle me décrivait comme quelqu'un qui avait peut-être été submergé, quelqu'un qui avait peut-être pris des raccourcis involontairement, quelqu'un dont le dossier ne s'alignait pas avec les attentes de la profession. Elle me peignait comme un danger non par malice, mais par nécessité. Maman essuyait ses larmes en écoutant. Papa gardait les yeux fixés sur la table. Je me demandais si l'un d'eux remarquait que Nathalie n'avait jamais dit une seule fois qu'elle m'avait parlé directement de la moindre préoccupation. Je me demandais s'il s'en souciait. René restait parfaitement immobile à côté de moi,
mais je pouvais sentir la tension dans ses épaules. Elle griffonnait des notes, mais son expression ne changeait jamais. À un moment donné, Nathalie a bougé légèrement sur son siège et a jeté un coup d'œil vers moi avec une expression qui pouvait presque passer pour du chagrin. Pas du vrai chagrin, mais le genre que quelqu'un porte lors d'une performance. Elle a dit qu'elle avait lutté avec cette décision. Elle a dit que la famille rendait la chose plus difficile. Elle a dit qu'elle espérait que je comprendrais un jour. C'était le genre de discours qui convaincrait un public qui ne la connaissait pas. Mais je savais mieux. Et au fond, je soupçonnais que René savait aussi. Quand le conseil a demandé si je souhaitais répondre, René a secoué la tête presque imperceptiblement. Je suis restée silencieuse. J'ai gardé mes mains jointes devant moi, gardé mon regard au niveau, gardé ma respiration stable. Nathalie a semblé surprise un bref instant. Puis elle s'est redressée et a continué. Cédric était assis au dernier rang du public, observant tranquillement. Quand j'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a fait un signe de tête subtil, comme pour me rassurer que mon silence était la déclaration la plus forte que je pouvais faire à ce moment-là. Puis c'est arrivé. Le juge Vasseur a déplacé son attention vers le dossier devant lui. Il a tourné la première page. Puis une autre. Puis une autre. Ses yeux se sont plissés légèrement. Sa main gauche s'est arrêtée à mi-chemin d'une page tournée. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai remarqué le moment exact où la reconnaissance l'a frappé. C'est arrivé en un éclair, si petit que personne d'autre n'a semblé le saisir. Mais je l'ai vu. Sa main a tremblé. Juste assez pour que le coin de la page frémisse. Il s'est reculé légèrement dans sa chaise, étudiant les documents comme si quelque chose à l'intérieur l'avait pris au dépourvu. Il a tourné vers une page particulière avec plus de soin cette fois, la lisant à nouveau, plus lentement. Nathalie continuait de parler, inconsciente qu'elle ne tenait plus la salle. Je le regardais attentivement. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu auparavant. 2 ans plus tôt, quand je me tenais dans sa salle d'audience présentant des preuves qui démantelaient un récit fabriqué. Je me souvenais comment il avait plissé les yeux alors aussi, comment il avait pesé chaque détail avec précision. Et maintenant il pesait ceci. Il a tourné une autre page. Son souffle s'est bloqué. Je l'ai vu fermer les yeux brièvement, comme s'il se rappelait quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Il les a rouverts et a fixé la feuille pendant 5 secondes complètes. Cela a semblé une éternité. Nathalie s'est arrêtée au milieu d'une phrase, confuse par le changement de son attention. Elle l'a regardé de près, attendant qu'il parle. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a fermé le dossier lentement, rassemblant les papiers avec une fermeté qui a fait tomber le silence dans la salle. Il s'est levé sans un mot, a soulevé le dossier du bureau et a marché vers la porte arrière de la salle d'audience. Tout le monde le regardait partir. Même les membres du conseil échangeaient des regards, incertains. Nathalie a récupéré la première. Elle s'est redressée sur son siège, a croisé les mains devant elle et a chuchoté juste assez fort pour que le conseil l'entende qu'elle comprenait. Elle a dit qu'elle savait que c'était difficile pour le juge. Elle a dit qu'elle compatissait. Elle a dit qu'elle réalisait qu'il devait être profondément perturbé par ce qu'il avait vu dans mon dossier. Elle croyait qu'il était dégoûté par moi. Elle croyait qu'elle avait gagné. Maman a attrapé son mouchoir à nouveau, le serrant si fort qu'il menaçait de se déchirer. Papa a finalement levé les yeux, mais il ne regardait pas vers moi, mais vers l'embrasure vide où le juge Vasseur avait disparu. René s'est penché plus près de moi et a chuchoté « Reste immobile. Ne réagis pas. » Je n'ai pas bougé. Je respirais à peine. Nathalie continuait de parler doucement au conseil, sa voix teintée de préoccupation et de droiture. Elle disait qu'elle espérait que le conseil agirait rapidement. Elle disait que l'intégrité de la profession dépendait d'une action décisive. Elle disait qu'elle ne prenait aucun plaisir à cela. Sa performance était impeccable. Mais quelque chose dans la pièce avait changé. Je pouvais le sentir comme un changement de pression. L'air était différent. Le silence semblait lourd, expectant. Cédric regardait toujours depuis le dernier rang. Quand mes yeux ont croisé les siens, il a fait un lent signe de tête. Il l'avait vu aussi. Quoique le juge Vasseur ait reconnu, cela l'avait secoué. La porte au fond de la salle restait fermée. Personne ne bougeait. Nathalie, croyant que son récit avait atterri exactement comme elle l'avait prévu,
a croisé les mains et a attendu avec un regard de triomphe tranquille. Elle ne savait pas que toute sa fondation s'était fissurée au moment où le juge Vasseur avait reconnu mon nom. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle supposait allait me condamner était le même homme qui m'avait autrefois regardé éplucher une affaire fabriquée avec précision. Elle ne savait pas qu'il venait de voir quelque chose à l'intérieur de ces preuves soigneusement préparées qui n'avaient pas sa place. La tension dans la salle devenait plus lourde à chaque seconde qui passait. Même les membres du conseil bougeaient sur leur siège, sentant que quelque chose n'allait pas mais ne sachant pas quoi. Je gardais mon regard fixé sur l'embrasure vide. Parce que je savais, avec une certitude absolue, que c'était le moment où la marée tournait. Nathalie pensait que le juge était sorti à cause de moi. Mais je savais mieux. Il était sorti à cause de ce qu'il avait vu dans son dossier. La salle retenait son souffle, suspendue dans le calme épais qui précède juste le moment où une vérité force enfin son chemin vers la lumière. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Mais je savais ceci. L'effondrement avait déjà commencé. Le silence dans la salle d'audience semblait étiré, comme un fil tendu assez fort pour casser. Chaque respiration semblait plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Chaque froissement de tissu résonnait. Chaque seconde sans le juge Vasseur semblait plus lourde, plus lourde, plus lourde. Puis la porte arrière s'est ouverte. Le son était doux, à peine plus qu'un clic, mais il a roulé à travers la pièce comme un battement de tambour. Toutes les têtes se sont tournées. Même Nathalie s'est redressée, lissant sa jupe, levant le menton comme si elle se préparait à ce que sa victoire soit confirmée. Le juge Vasseur est entré en tenant un dossier différent. Pas celui que Nathalie avait soumis. Un plus épais. Un dossier plus sombre, estampillé du sceau du bureau des admissions du barreau. Il n'a regardé personne en retournant à sa place. Il a posé le nouveau dossier devant lui à deux mains. Il a pris une lente inspiration, comme pour se stabiliser. Quand il a finalement levé les yeux, il ne m'a pas regardé. Il a regardé Nathalie. L'air a changé. Petit. À peine perceptible. Mais réel. Nathalie a souri poliment, attendant ce qu'elle croyait être le début de la fin pour moi. Maman a agrippé son mouchoir un peu plus fort. Papa s'est penché légèrement en avant. René est resté immobile. Cédric regardait le juge attentivement, ses yeux se plissant de reconnaissance. Le juge Vasseur a commencé par ajuster ses lunettes. Il a ouvert le dossier des admissions, a retiré une seule feuille d'impression microfiche et l'a posée à plat sur le bureau. Sa voix était calme quand il a parlé. Trop calme. Ceci, a-t-il dit, est le dossier de licence originale de Maître Élodie Dubois, vérifié directement par le bureau des admissions du barreau. Il comprend sa demande, ses résultats d'examen du barreau, sa date de prestation de serment et son historique de renouvellement. Nathalie a cligné des yeux. Les membres du conseil se sont penchés en avant. Maman a couvert sa bouche. Le juge Vasseur a continué. Tous les dossiers sont complets. Tous les renouvellements sont dans les temps. Toutes les certifications sont valides. Il n'y a aucune incohérence. Maman a émis un petit son, quelque chose entre un hoquet et un sanglot. Mais Nathalie ne s'est pas effondrée. Pas encore. Elle a redressé son dos plus fermement et a parlé avec la même douceur pratiquée qu'elle avait utilisée depuis le début. Monsieur le Président, je comprends cela, mais les documents que j'ai fournis montrent clairement des irrégularités. Peut-être y a-t-il eu une erreur système. Ou un oubli administratif. Je serais reconnaissante si le Conseil pouvait considérer les preuves que j'ai présentées. Le juge Vasseur a soulevé son dossier lentement. Il l'a ouvert à la première page. La salle est redevenue silencieuse. Il a tapoté le coin avec un doigt. Ce document, a-t-il dit, a été créé il y a 7 jours. Pas à la date indiquée dans l'entête. C'est confirmé par l'horodatage électronique intégré dans le fichier. Nathalie a ouvert la bouche, mais il a levé la main légèrement et elle s'est tue. Cet email, a-t-il continué, n'a pas été envoyé par le barreau. Le domaine ne correspond pas. La signature de routage est incohérente avec les serveurs gouvernementaux. René m'a jeté un coup d'œil mais n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Il a tourné une autre page. Le mouchoir de maman a glissé de sa main et est tombé au sol. Papa s'est reculé lentement, le choc s'installant sur son visage comme une ombre froide. Nathalie a avalé sa salive mais a gardé son expression stable. Monsieur le Président, dit-elle, sa voix toujours mesurée,
je crois que vous interprétez peut-être mal certains aspects techniques. Je serais heureuse de clarifier. Le juge a hoché la tête légèrement. Oui. S'il vous plaît, faites. Il a croisé les mains et a attendu. C'est dans cette pause, cette fraction de seconde, que j'ai su qu'elle ferait l'erreur que René avait prédite. Nathalie ne pouvait pas s'empêcher d'expliquer. Elle croyait comprendre les systèmes mieux que tout le monde. Elle croyait qu'elle pouvait se sortir de tout par la parole. Elle croyait que son savoir la rendait invulnérable. Alors elle a commencé. Elle a expliqué le processus par lequel les documents pouvaient être exportés d'une base de données de conformité. Elle a expliqué les règles de formatage. Elle a expliqué les champs de métadonnées. Elle a expliqué les pistes d'audit. Elle a expliqué les horodatages internes du système. Elle parlait avec fluidité dans une langue qu'elle croyait que personne d'autre ne comprenait. Sauf Cédric. À mi-chemin de son explication, Cédric a levé la main légèrement depuis le dernier rang. « Monsieur le Président, puis-je parler ?» Le juge Vasseur a hoché la tête. Cédric s'est avancé avec la confiance tranquille de quelqu'un qui attendait ce moment précis. Il s'est approché de la table du conseil et a posé son ordinateur portable. Le visage de Nathalie a enfin changé. Une petite fissure. Une lueur d'incertitude. « Allez-y » a dit le juge. Cédric a affiché les journaux de métadonnées et a pointé une ligne. Ce document, a-t-il dit, a été créé sur une machine enregistrée au nom de Nord Logistic Solutions. L'identifiant système est visible ici. Il a agrandi le texte. Et ici. Nathalie a inspiré brusquement. Cédric a continué. De plus, l'horodatage que votre témoin a référencé plus tôt a été écrasé. L'horodatage original peut être récupéré en utilisant cet outil forensique qui suit les historiques de versions intégrées. Il a lancé l'outil. Le véritable horodatage est apparu à l'écran. Le conseil s'est penché en avant. Ceci prouve que le document a été altéré. Nathalie a levé le menton. Nos systèmes sont complexes. Cela pourrait être un bug technique. Cédric a secoué la tête calmement. Impossible. Ce modèle d'altération nécessite une saisie manuelle. Quelqu'un a intentionnellement modifié les champs d'horodatage. Il a cliqué à nouveau. Et quelqu'un a supprimé des parties du document qui ne soutenaient pas le récit présenté dans la plainte. Le juge s'est tourné vers Nathalie. Contestez-vous cela? Sa voix est devenue plus froide. Je crois qu'il y a pu avoir des malentendus dans le traitement technique. Je les ai téléchargés pour assurer une transparence totale. Si des erreurs se sont produites, elles étaient involontaires. Le juge Vasseur a fermé son dossier avec une finalité délibérée. Il a parlé lentement. Mademoiselle Dubois, il est très préoccupant que vous possédiez une connaissance détaillée de la façon de fabriquer des registres d'horodatage et de manipuler des documents électroniques soumis comme preuve dans une procédure du barreau. Nathalie a blêmi. Maman a gémi doucement. Papa s'est frotté le visage à deux mains, abasourdi. Le juge a continué. De plus, la plainte présente des modèles de manipulation qui indiquent une tentative délibérée d'induire ce conseil en erreur. Cela soulève la possibilité d'une faute bien plus grave que les allégations portées contre Maître Dubois. Le calme de Nathalie s'est brisé juste légèrement, comme une pierre frappant de la glace fine. Monsieur le Président, dit-elle, sa voix cassante, je n'ai rien manipulé. J'ai soumis ce que j'avais pour protéger l'intégrité de mon entreprise et de ma profession. Le juge a levé un sourcil. Votre entreprise? Oui. Nord Logistic Solutions. C'est de là que ces fichiers semblent provenir. Et où les traces du système interne mènent. Son souffle s'est bloqué. Il s'est reculé. À la lumière de cela, j'ordonne que cette audience soit transformée en un examen probatoire pour falsification potentielle de documents et dépôt de plainte de mauvaise foi. Maman a halté. Papa a baissé la tête. La pièce semblait rétrécir. Le juge s'est alors tourné vers moi. Maître Dubois. Je me suis levé lentement. Votre statut de licence est entièrement vérifié et en règle. Toutes les allégations contre vous sont par la présente rejetées. J'ai expiré pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures. René a placé une main ferme sur mon dos. Cédric a fait un signe de tête discret. Nathalie me fixait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Choc. Colère.
peur. Peut-être les trois. Le juge Vasseur a continué. Ce conseil mènera une enquête séparée sur la source des preuves falsifiées et les motivations derrière cette plainte. Mademoiselle Dubois, vous resterez présente pour interrogatoire. La bouche de Nathalie s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Les membres du conseil la regardaient avec les mêmes yeux qu'ils m'avaient regardé quelques minutes plus tôt. Mais maintenant, la direction de l'examen avait entièrement changé. Maman a finalement parlé, sa voix tremblante. Nathalie. Qu'est-ce que tu as fait? Papa a fermé les yeux, comme s'il essayait de se stabiliser. Nathalie n'a pas répondu. Elle fixait le bureau devant elle, clignant des yeux rapidement comme si elle essayait de réécrire le moment dans son esprit. Mais la pièce avait déjà changé. Et elle le savait. Parce que c'était le retournement de situation. Le moment exact où le récit s'effondrait. Le moment où le mensonge ne pouvait plus tenir. C'était le moment où j'ai réalisé autre chose aussi. Gagner ne ressemblait pas à un triomphe. Cela ressemblait à la gravité revenant après trop longtemps suspendue dans les airs. Les accusations contre moi étaient rejetées, mais le poids de ce qui s'était passé ne s'est pas levé comme je l'avais imaginé. Le soulagement est venu par petits morceaux silencieux au lieu d'une vague radicale. Je suis sorti de cette salle d'audience avec René à mes côtés et Cédric suivant quelques pas derrière, et je me sentais étrangement vide, comme si le sol sous moi avait bougé et ne s'était pas encore stabilisé. La vérité était de mon côté. Le dossier était propre. La plainte de Nathalie s'était effondrée devant le conseil. Mais les dégâts sur les bords, le genre qu'aucune audience ne pouvait défaire, avaient déjà commencé à se répandre. 2 jours après l'audience, j'ai reçu un email de Cédric. Il avait joint un lien vers un avis réglementaire qui avait été rendu public. Nord Logistique Solutions avait initié un audit interne formel sur une faute au sein de sa division de conformité. L'avis ne mentionnait pas Nathalie par son nom, mais la description ne laissait aucun doute. Elle avait été placée en congé administratif jusqu'à la conclusion de l'audit. Il n'y avait pas de drame dans la vie. Pas d'accusation. Pas d'explication. Juste quelques phrases courtes qui déplaçaient le poids des conséquences directement sur ses épaules. Le karma parlait rarement fort. Quand j'ai fermé l'email, je me suis renversé dans ma chaise et j'ai fixé le mur. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Un sentiment de vindicte. Quelque chose de vif et de victorieux. Mais ce que j'ai ressenti à la place était un calme profond. Une sorte de douleur qui vivait sous les côtes. Parce que perdre ma licence aurait mis fin à ma carrière, mon chemin, tout ce que j'avais construit. Mais perdre la fondation sur laquelle elle s'appuyait détricoterait tout ce que Nathalie croyait la garder en sécurité. Cette connaissance ne me faisait pas me sentir triomphante. Elle me faisait me sentir fatigué. En fin d'après-midi, j'ai eu des nouvelles de ma mère. Elle a appelé 3 fois avant que je ne décroche finalement. Sa voix était mince et stressée. Elle a demandé si elle et papa pouvaient passer ce soir-là. J'ai fait une pause assez longue pour qu'elle chuchote mon nom, effrayée que je dise non. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir. Ils sont arrivés alors que le soleil était encore bas dans le ciel. Maman est entrée la première, serrant un petit sac à main comme si c'était un bouclier. Papa suivait lentement derrière elle. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était une semaine plus tôt, comme si quelque chose l'avait usé qu'il ne savait pas comment nommer. Il se tenait dans mon salon comme s'il n'avait jamais été chez moi auparavant. Maman a essayé de sourire. Il a tremblé et s'est effacé. Nous avons entendu pour Nathalie, a-t-elle dit doucement. Ils lui ont dit au travail de rester à la maison jusqu'à ce qu'il finisse une enquête. J'ai hoché la tête mais n'ai rien offert de plus. Maman a regardé autour de la pièce avant que ses yeux ne reviennent aux miens. Élodie, nous ne savions pas ce qu'elle faisait. Nous croyions qu'elle faisait la bonne chose. Elle a toujours été si prudente. Si responsable. Nous pensions qu'elle essayait de te protéger, ou la famille, ou quelque chose d'important. Ces mots semblaient être un retour dans mon enfance. Dans de vieilles pièces bordées d'attentes et de règles non dites. Papa s'est avancé, s'éclaircissant la gorge. Cette situation est sérieuse, a-t-il dit. Pour nous tous. Pour le nom de la famille. Pour l'avenir de ta sœur. Si cela devient public, cela rejaillira mal sur tout le monde. Il y avait la phrase à nouveau. Le nom de la famille. Quelque chose qu'ils avaient poli et protégé aussi longtemps que je m'en souvienne.
Papa a continué, sa voix stable mais tendue. J'ai écouté sans interrompre. Ma mère me regardait avec des yeux implorants, comme si elle espérait que je ressentirais la même peur qu'elle. Comme si elle espérait que je sauterais dans le rôle qu'ils offraient. La pacificatrice. Celle qui absorbe le coup pour que personne d'autre ne saigne. J'ai demandé doucement, qu'est-ce que vous me demandez exactement de faire? Papa a hésité, puis a regardé le sol. Laisse juste passer ça. Ne t'implique pas davantage. Laisse l'entreprise s'occuper des siens. Nous ne pouvons pas nous permettre un scandale. Pas maintenant. Pas jamais. Maman s'est approchée. Nous avons besoin de protéger notre famille. Nous avons besoin de rester ensemble pendant cela. Quelque chose en moi a changé brusquement. Pas de la colère. De la clarté. Je leur ai demandé, est-ce que l'un de vous a demandé comment je vais? Ils se sont tous les deux figés. J'ai continué, gardant ma voix calme, ne l'élevant pas, ne vacillant pas. J'aurais pu tout perdre. Mon nom. Mon gagne-pain. Mon statut d'avocate. Elle a mis ma vie entière en danger. Elle a construit un dossier conçu pour m'enterrer. Et vous me demandez de l'aider à se remettre des conséquences de ses choix. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Elle a tendu une main mais s'est arrêtée à mi-chemin. Nous avions peur, a-t-elle chuchoté. Nous pensions que peut-être tu avais été négligente. Tu prends des risques. Tu l'as toujours fait. Elle n'a jamais rien fait d'imprudent. C'était plus facile de la croire. Plus facile. Pas juste. Pas équitable. Juste plus facile. Papa a levé les yeux alors, et pendant un moment, quelque chose comme du regret a traversé son visage. Il a dit, nous pensions que tu serais assez forte pour le gérer. J'ai senti ces mots atterrir de tout leur poids. Assez forte. Signifiant, assez forte pour être mise en doute. Assez forte pour être trahie. Assez forte pour être sacrifiée pour la stabilité de quelqu'un d'autre. J'ai pris une lente inspiration. Je leur ai dit que je n'allais pas riposter. Je n'allais pas parler aux médias. Je n'allais poursuivre personne. Je laissais simplement la vérité faire son œuvre. Papa a secoué la tête. Ce n'est pas assez. Le fait que cela soit connu endommagera sa réputation. Si tu n'aides pas à façonner l'histoire, les gens supposeront le pire. Pour elle. Pour nous. Je lui ai demandé, et qu'en est-il de supposer le pire pour moi? Vous avez signé une déclaration la soutenant. Pas moi. Les mots pendaient dans l'air comme de la fumée. Papa a ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti. Maman a baissé le visage dans ses mains. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à regarder leur culpabilité se dérouler. Seulement la même douleur tranquille qui était assise dans ma poitrine depuis l'audience. Maman a finalement chuchoté, nous voulons juste retrouver notre famille. J'ai dit doucement, la famille que vous voulez retrouver est celle où tout le monde reste silencieux autour de la personne qui leur fait du mal. Aucun d'eux n'a argumenté. Aucun d'eux n'a nié. Après un autre long silence, ils sont partis. Maman m'a serré rapidement dans ses bras, ses larmes chaudes contre ma joue. Papa s'est arrêté à l'embrasure de la porte, comme s'il cherchait quelque chose à dire, mais rien n'est venu. Il a hoché la tête une fois et est sorti. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison a semblé incroyablement silencieuse. Je suis allé dans la cuisine et je me suis tenu près du comptoir, laissant le silence s'installer autour de moi comme de la poussière. La justice avait été rendue. La vérité était sortie. Nathalie faisait face à des conséquences qu'elle avait méritées elle-même. Et pourtant rien de tout cela ne semblait propre. Le karma ne rugissait pas. Il chuchotait. Il bougeait à travers les fissures que les gens essayaient d'ignorer. Il travaillait tranquillement, non pas avec spectacle mais avec inévitabilité. Il n'avait pas besoin de drame. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il attendait simplement le moment où la vérité devenait trop lourde pour que le mensonge la porte plus longtemps. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à exercer comme d'habitude, avançant dans les dossiers, déposant des motions, rappelant des clients. Mais de temps en temps, mon esprit dérivait vers la maison de mes parents. Vers la façon dont maman s'était tordu les mains. La façon dont papa ne pouvait pas croiser mon regard. Vers la façon dont Nathalie avait dû être quand la vie d'Odite était arrivée dans sa boîte de réception. Je ne ressentais pas de haine envers elle.
Plus maintenant. La haine exigeait une brûlure que je n'avais plus. Ce que je ressentais était de la distance. Une vérité tranquille s'installant en place. Une réalisation que parfois les fractures les plus profondes dans une famille ne se produisent pas par des explosions mais par de petites décisions lentes qui révèlent finalement leur coût. Tard un soir, je me suis tenu sur mon balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé le quartier s'effacer dans le crépuscule. Une brise douce traversait les arbres. Un chien aboyait au loin. Quelque part en bas de la rue, une fenêtre se fermait. La vie continuait. Même après la trahison. Même après que la vérité a frayé son chemin à travers le silence. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais pleinement compris auparavant. Le karma ne frappe pas pour humilier. Il rétablit simplement l'équilibre. Et parfois rétablir l'équilibre ressemble à une perte. Non pas parce que la justice est cruelle, mais parce que la vérité confirme souvent ce que vous craignez secrètement depuis le début. Certaines choses étaient brisées bien avant de s'effondrer. Et alors que je me tenais là sous la lumière déclinante, j'ai finalement accepté que la rupture entre Nathalie, mes parents et moi n'était pas l'effondrement de quelque chose d'entier. C'était la révélation tranquille de quelque chose qui n'avait jamais été entier du tout. Je suis rentré dans la maison après que le soleil a complètement disparu, et le silence à l'intérieur ressemblait à une ligne tracée. Une ligne qui ne serait pas effacée ou adoucie ou floutée avec le temps. Je me suis tenu un moment dans la pénombre de mon salon, laissant le poids de tout s'installer, laissant la vérité reposer enfin là où elle appartenait. Certaines choses étaient brisées bien avant de s'effondrer. Je l'ai appris à la dure. Mais l'apprendre ne ressemblait pas à une défaite. Cela ressemblait à sortir de derrière un mur contre lequel j'avais été pressé toute ma vie. Je pouvais enfin respirer sans me préparer à la prochaine demande, la prochaine correction, le prochain rappel discret d'être plus petite. Les retombées qui ont suivi ont bougé tranquillement. Pas de grands appels. Pas de confrontation. Pas de scène. Le monde a une façon de se réorganiser sans aucun bruit quand la vérité remonte à la surface. Le matin après que papa et maman ont quitté ma maison, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Il y avait une immobilité dans l'air qui semblait presque nouvelle. J'ai fait du café, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fixé la tasse entre mes mains. Pendant un moment, je me suis demandé à quoi ressemblerait la vie maintenant que la tempête était passée. Je me suis demandé quelle forme prendrait ma famille, quelle partie en resterait et quelle partie se dissoudrait. Puis mon téléphone a vibré. Un seul SMS de papa. Nous devons parler à nouveau. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé le message là pendant un long moment. Je me suis souvenu de la façon dont il m'avait regardé la dernière fois que nous avions parlé, comme s'il essayait de peser deux choses dans ses mains et ne savait pas laquelle comptait le plus. Sa fille ou sa définition de la famille. Son sens de l'ordre ou la vérité qu'il ne voulait jamais voir. J'ai tapé ma réponse lentement. Je ne suis pas disponible. Il a répondu dans la minute. C'est urgent. J'ai mis le téléphone de côté à nouveau et j'ai senti la réponse monter d'un endroit calme en moi. Je ne suis pas disponible. Pas maintenant. Plus maintenant. Je l'ai envoyé. Puis j'ai retourné le téléphone face contre table. Je m'attendais à ce que la culpabilité m'envahisse. Elle ne l'a pas fait. Ce qui est venu à la place était quelque chose de plus calme. La réalisation que dire non à quelqu'un qui avait toujours attendu un oui n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. Plus tard cet après-midi-là, je suis retourné au bâtiment de l'ordre pour signer une dernière série de documents confirmant le rejet de la plainte. Le hall semblait différent du jour de l'audience. Mes mains ne tremblaient pas. Mon souffle ne se bloquait pas. J'ai traversé le détecteur de métaux et descendu le couloir avec l'aisance de quelqu'un ne portant plus l'histoire de quelqu'un d'autre sur ses épaules. À l'intérieur du petit bureau administratif, une greffière m'a tendu une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvait la confirmation officielle que ma licence restait en règle. Tout intact. Tout est propre. Tout ce que j'avais construit au fil des ans est toujours à moi. Je l'ai remercié et je suis sorti. Le ciel était d'un bleu vif et clair. Une brise portait la faible odeur de la Seine. Je me suis tenu sur le trottoir et j'ai laissé la lumière du soleil toucher mon visage. Pendant un bref moment, j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, j'ai vu Renée approcher de l'autre côté de la cour. Elle a levé la main pour me saluer, son expression chaleureuse mais stable. J'ai marché vers elle,
reconnaissante d'une manière que je ne pouvais pas exprimer pleinement. Elle a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit la vérité. Plus légère et plus lourde en même temps. Elle a hoché la tête, comprenant sans explication. Certaines victoires viennent avec leur propre genre de deuil. Elle m'a rappelé que la guérison prend sa propre forme, et que parfois choisir la distance est la chose la plus gentille que nous puissions faire pour nous-mêmes. Nous avons parlé quelques minutes, principalement de la logistique de ce qui se passerait ensuite. Le conseil procéderait à sa propre enquête, mais je ne serais pas impliqué sauf si c'était absolument nécessaire. Cédric continuait d'aider à documenter les preuves. L'audit interne de Nord Logistique était toujours en cours. Puis René m'a regardé avec une insistance tranquille. Tu dois penser à tes limites maintenant. Pas juste légalement. Personnellement. Ce que tu autorises à revenir dans ta vie compte. Ces mots sont restés avec moi longtemps après qu'elle soit partie. J'ai marché un moment autour du pâté de maison, laissant la brise dénouer la tension que j'avais portée pendant des semaines. Chaque pas ressemblait à la reconquête de quelque chose de petit et d'essentiel, quelque chose que j'avais oublié être à moi. Quand je suis finalement retourné à ma voiture, je me suis arrêté avec la main sur la poignée de la porte. Il m'a frappé que je n'avais plus peur. Pas de Nathalie. Pas de perdre ma carrière. Pas du silence qui existait maintenant entre moi et mes parents. Je me sentais stable. Ancré. Détaché du poids des attentes de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner tranquillement, laissant le rythme de la découpe des légumes et du mélange dans une casserole me ramener dans mon corps. La maison semblait paisible. Pas solitaire. Pas vide. Juste paisible. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois c'était maman. J'ai laissé sonner. Puis j'ai laissé s'arrêter. Un SMS a suivi. Nous t'aimons. S'il te plaît, parle-nous. J'ai fixé l'écran, sentant une traction que j'avais ressentie toute ma vie. La traction vers l'apaisement des choses. Vers le soulagement de l'inconfort de quelqu'un d'autre. Vers la réparation de ce que je n'avais pas cassé. Mais quelque chose en moi a finalement parlé plus fort. J'ai tapé un message simple en retour. J'ai besoin d'espace. Merci de respecter cela. Puis j'ai posé le téléphone et je m'en suis éloigné. Les jours suivants se sont déroulés tranquillement. Je suis retourné au travail. J'ai rencontré de nouveaux clients. J'ai avancé sur des dossiers qui attendaient. Les gens me félicitaient quand ils entendaient le résultat de l'audience. Certains offraient de la sympathie pour la situation avec ma famille. J'acceptais la gentillesse, mais je ne creusais pas les détails. L'histoire n'appartenait à personne d'autre. Plus maintenant. Un après-midi, j'étais assise dans mon bureau à examiner un dossier quand un souvenir a fait surface sans avertissement. Les derniers moments de l'audience. La façon dont le juge Vasseur m'avait regardé après avoir rejeté les accusations. Pas avec pitié. Pas avec soulagement. Avec respect. Il se souvenait de l'avocate qui s'était tenue dans sa salle d'audience en 2021. Il se souvenait du travail que j'avais fait. Il se souvenait de la vérité que j'avais exposée soigneusement, implacablement, jusqu'à ce que les mensonges ne puissent plus tenir. Ce souvenir m'a stabilisé. J'ai réalisé alors que la seule approbation que j'avais passé des années à chasser venait d'une famille qui n'avait jamais su me voir. Je m'étais mesuré à une norme qu'ils avaient créée, une norme qui ne correspondait jamais à qui j'étais ou à qui je voulais devenir. M'éloigner de cela n'était pas une perte. C'était une libération. Une semaine après l'audience, j'ai reçu un autre SMS de papa. Court. Raide. Nous devrions parler de la façon d'avancer en tant que famille. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'avancer avec la version de la famille qui l'entendait. Celle où la vérité était gênante. Celle où la loyauté signifiait silence et sacrifice. Celle où la stabilité de Nathalie comptait plus que ma sécurité. Je voulais quelque chose de différent. Quelque chose d'honnête. Quelque chose enraciné dans le respect, pas la peur. S'ils ne pouvaient pas offrir cela, alors j'avancerais sans eux. Un soir, j'ai conduit jusqu'à la côte normande, garé ma voiture près d'une étendue de plage calme et marché jusqu'à ce que le sable s'adoucisse sous mes pieds. Le ciel avait pris des teintes d'ambre et de lavande. Les vagues roulaient avec un silence lent et rythmé. J'ai trouvé un gros rocher plat et je me suis assise,
tirant ma veste plus près autour de moi. L'air sentait le sel et les algues. Le vent brossait mes cheveux doucement. J'ai regardé l'eau monter et descendre pendant un long moment. Dans l'immobilité, une pensée s'est installée en moi avec la clarté d'une vérité que j'avais connue au fond de moi mais jamais dite à haute voix. La vengeance la plus forte n'est pas de faire mal à quelqu'un comme il vous a fait mal. La vengeance la plus forte est de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin des personnes qui avaient autrefois le pouvoir de vous briser. La marée est montée, puis redescendue. Le ciel est passé du crépuscule au début de la nuit. Les premières étoiles faibles sont apparues. J'ai respiré lentement et j'ai senti quelque chose se desserrer en moi. Ma carrière avait survécu. Mon sens de moi-même avait survécu. Mon intégrité avait survécu. La seule chose qui n'avait pas survécu était l'illusion que ma famille m'avait jamais vraiment comprise. Et perdre cette illusion ne ressemblait pas à une défaite. Cela ressemblait à la liberté. Je suis resté assise là jusqu'à ce que le vent devienne plus froid, laissant la nuit s'installer autour de moi. Quand je me suis enfin levé, je me sentais plus grande d'une certaine manière. Plus légère. Plus certaine de là où j'allais ensuite. En marchant vers ma voiture, j'ai pensé à toutes les femmes qui comprendraient cette histoire. Des femmes à qui on avait dit de se faire petites pour garder la paix. Des femmes qu'on avait traitées de trop ou de pas assez. Des femmes qui avaient porté le poids des attentes familiales jusqu'à ne plus pouvoir respirer. J'espérais qu'elles entendraient ceci et se sentiraient vues. J'ai ouvert la portière de ma voiture, je me suis assise et j'ai posé mes mains sur le volant. Le moteur a ronronné doucement quand je l'ai démarré. Les phares ont tracé un chemin à travers la route sombre devant. J'ai conduit vers la maison avec un sentiment de certitude tranquille que l'histoire que j'avais vécue n'était pas juste à propos de trahison. C'était à propos de la façon dont la vérité peut couper à travers le silence. À propos de la façon dont la dignité peut survivre même quand la loyauté échoue. À propos de la façon dont partir peut être un acte de courage, pas d'abandon. Quand j'ai atteint mon allée, j'ai coupé le moteur et je me suis assise dans l'immobilité pour un dernier moment. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez. Puis je suis sorti de la voiture et j'ai marché à l'intérieur, laissant le passé exactement là où il appartenait.